Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à des dissertations en philosophie à l'usage des classes de terminale et plus. Je rappelle que ces dissertations ne sont pas faites pour être copiées matériellement et à être rendues au professeur, mais à donner des idées plutôt et à voir un petit peu de manière réaliste à quoi réfère le sujet. Et je voudrais voir dans cette vidéo la question de l'état du bon sauvage, le fameux mythe du bon sauvage, est-ce qu'il a existé? C'est donc un sujet principalement de philosophie politique, parce que le bon sauvage était considéré comme une communauté idéale, mais aussi, on va le voir, de philosophie du vivant, parce que ça réfère à ce que c'est que la nature humaine. Alors, d'abord, en introduction, je voudrais rappeler un peu l'historique de ce mythe. En fait, il est assez récent. Il date de l'époque des découvertes, je dirais, des terres nouvelles, de l'Amérique en particulier, mais aussi des grands voyages d'exploration, James Cook, etc. Jean-Jacques Rousseau, qui est un philosophe français qui n'est jamais sorti de France, en réfléchissant sur ce que c'est que l'Europe, très en guerre, qui sort d'ailleurs des guerres de religion, mais qui est aussi confronté à des gens qui reviennent des conquêtes et qui veulent s'accaparer de l'or. Jacques Rousseau, en réfléchissant sur l'homme, émet le mythe suivant. Il pense qu'au début de l'humanité, dans les communautés simples et primitives, il y avait une bonté naturelle de l'homme. Et qu'en fait, c'est la confrontation à la civilisation, cette civilisation fondée sur les échanges, sur l'argent, sur les lois de l'offre et de la demande, qui a rendu l'homme rapace, méchant, guerrier, conquérant, assassin. Ce mythe, né en France par quelqu'un qui n'avait pas l'expérience de ces terres lointaines, a eu jusqu'à maintenant une grande descendance. On peut même dire que, par exemple, au XIXe siècle, tous les philosophes de type communiste, qui rêvaient d'un paradis sur terre à venir, exaltaient eux aussi la nature humaine et disaient qu'elle était devenue méchante et rapace à cause du système fondé sur l'argent. Et donc ils annonçaient la venue d'un monde parfait, à travers quelques réformes, dont les réformes communistes qui consisteraient à mettre à disposition de tous les biens de production, si bien que, chacun étant à égalité, la convoitise ayant disparu, le monde serait enfin heureux. Donc on peut dire que si Jean-Jacques Rousseau regardait de manière mythique le passé de l'humanité, eh bien ça a eu une énorme descendance en ce sens que ça a créé les utopies de l'idée d'un paradis sur terre qui pourrait être retrouvé. Il faut remarquer aussi que ce mythe du bon sauvage est sans rapport avec la théologie catholique qui parle, elle, d'un Éden, d'un paradis premier où étaient Adam et Ève en présence de Dieu. Pour Jean-Jacques Rousseau, ça n'intervient pas. Ce bon sauvage, c'est simplement un état de nature, simple, avec la vie animale et végétale, qui était possible, selon lui, au début de l'humanité. Et donc, dans cette dissertation, je voudrais traiter de deux parties principales. La première, c'est étudier, en me servant de la paléontologie, mais aussi de l'étude des tribus primitives qui existent encore parfois dans le monde. Étudier s'il y a eu réellement parfois la réalisation d'une tribu, d'un peuple qui était bon, naturellement bon, sans convoitise, sans haine, paisible. Deuxièmement, je voudrais voir à travers l'étude de ce que c'est que la nature humaine maintenant, si elle existe, c'est-à-dire de l'homme tel qu'il se comporte, si cette idée est imaginable. En effet, l'homme tel que nous le voyons actuellement, c'est le même que celui qui vivait au Paléolithique, lorsqu'il y avait des troupeaux géants qui parcouraient la Terre. C'est le même homme avec le même cerveau, avec les mêmes passions, mais confronté à des circonstances différentes. Donc, en étudiant ce que c'est que l'homme, je pense qu'on pourra répondre à la question « Est-ce que ça a existé ?»
La philosophie est donc une science au sens de savoir, un savoir qui ne s'appuie pas sur du vent, un savoir qui s'appuie sur tout ce qui peut lui permettre d'atteindre son objet. Donc les forces naturelles de l'intelligence s'appuient aussi sur l'étude des anciennes civilisations, donc la préhistoire, l'histoire. Et quand il n'y a pas de témoignages, comme c'est le cas pour la préhistoire, les fouilles archéologiques, voire paléontologiques. Mais évidemment, dans le sujet qui nous intéresse, on se contentera de regarder l'homme moderne, l'Homo sapiens sapiens. Il n'est pas utile d'aller regarder chez les autres espèces humaines qui ont existé à un moment donné, Homo erectus, Homo habilis, c'est un autre sujet. Comme ces temps sont très lointains, qu'il reste peu de vestiges et surtout aucun écrit lorsqu'on parle de la préhistoire, eh bien, il y a une deuxième approche. C'est celle de l'étude des tribus primitives qui vivent actuellement ou qui ont vécu au XIXe siècle, qu'on a trouvées à l'époque, qui ont vécu à l'âge du Paléolithique, le Paléolithique étant celui des chasseurs-cueilleurs, qui ne cultivent rien, mais qui vivent de ce qu'apporte la nature, et puis des tribus qui ont vécu à l'âge du Néolithique, ça veut dire une agriculture primitive, débutante, qui se cherche. Et enfin, un troisième âge qui correspondrait à l'âge du fer, une agriculture beaucoup plus solide, établie, qui permet la multiplication des populations, l'apparition des villes et des guerres aussi. Donc, à travers l'étude de ces âges, est-ce qu'on constate l'existence d'un âge d'or où l'homme serait bon, où il n'y aurait ni guerre ni meurtre? Eh bien, le premier âge, c'est donc le Paléolithique. Le Paléolithique, la vieille pierre comme on dit, c'est l'époque où, sur la Terre, des gigantesques troupeaux d'animaux géants, mais aussi une nature foisonnante et très peu d'humains coexistaient. Si bien que, lorsqu'on trouve les squelettes de ces hommes, on les trouve qu'ils sont grands, physiquement. Ça veut dire qu'ils ont eu à manger, sans problème. Mais très souvent aussi, les blessures des hommes ressemblent à celles de ceux qui font du rodéo aux États-Unis. À savoir que, visiblement, chasser des animaux comme cela, qui étaient forts, comme des bisons, peut-être même des mammouths, c'était quelque chose de dangereux, qui provoquait des accidents. Cependant, ce qu'on constate, c'est que effectivement, dans cette période lointaine, il y a peu de traces de combat. Ça veut dire que les lances, très efficaces, qui peuvent tuer avec des propulseurs un mammouth, en le suivant après, il se vide de son sang et on le mange. Eh bien, elles frappent peu les hommes. On trouve très rarement, si ce n'est pas du tout, de corps humains qui ont été tués par un moyen humain, donc ont été assassinés. Les assassinats, par contre, au néolithique, donc l'époque du début de l'agriculture, vont être au contraire extrêmement fréquents. Les traces de haches, les pointes de flèches plantées dans les eaux, etc. Du coup, on dirait, dans une première approche, que le mythe du bon sauvage, tel que le voyait Rousseau, il a existé, il a vraiment eu lieu. Pour en être sûr, parce qu'on sait qu'on trouve très peu de fossiles, eh bien, il faut, dans un deuxième temps, regarder cet âge paléolithique tel qu'il a été constaté des visu en vivant. Je dirais à partir de l'époque des grandes découvertes, donc 17e, 18e siècle jusqu'à maintenant. Et en réalité, je dirais que les choses sont nuancées. Lorsqu'on parle de Tahiti, par exemple, découverte de cette île, on parle plutôt effectivement d'un paradis, c'est-à-dire des gens qui sont confiants, qui ne viennent pas pour agresser les bateaux occidentaux qui arrivent, et les femmes qui sont données aux marins. Si bien qu'eux, ils ne veulent même pas retourner dans les bateaux tellement ils sont bien. Et c'est un terrible travail que de recruter de nouveau l'équipage lorsqu'il faut que le bateau, ayant fait le plein d'eau, etc., doit repartir. Ce qui caractérise cette île de Tahiti, c'est que la nourriture est à foison, les fruits tombent des arbres. Et je peux dire que la mer fournit de la nourriture en quantité. Donc, il n'y a aucun manque. Et la vie, je dirais, se passe au soleil. Le climat est toujours le même. Pas besoin de porter des vêtements chauds, bien que parfois il y ait des pluies torrentielles. Donc ça semble confirmer, une fois de plus, qu'il a existé ce bon sauvage. Le problème maintenant, c'est que si on pousse plus loin les études, on constate que Tahiti, c'est plutôt une exception.
que les grands découvreurs, les grands navigateurs comme James Cook, en abordant sur une île paradisiaque comme cela, eh bien il en est mort. À savoir que les gens qui venaient, qui s'approchaient des bateaux, avaient l'habitude de prendre les objets qui les intéressaient. Bon, ça se comprend, il n'y a pas le sens de la propriété, il y a un objet brillant en fer, on le prend, on le récupère. James Cook essaye de récupérer les choses. Et en particulier un bateau qui lui a été volé. Eh bien, en abordant sur le rivage, et pourtant il est entouré d'hommes, il sera attaqué par les hommes d'une tribu et il sera tué. Et on retrouvera son corps quelques jours plus tard, et des morceaux sans doute ont été mangés. Il n'est pas le seul à faire cette expérience. De nombreux navires ont été confrontés à des tribus du Paléolithique qui sont cannibales et qui sont extrêmement hostiles, guerrières. S'approcher, c'est être tué. Et pourtant, l'état de foison de nourriture est le même qu'à Tahiti. Mais parfois, les mythes, les religions ne sont pas du tout les mêmes. Il y a certaines civilisations dont l'univers mental, au Paléolithique, voit les choses positivement. Il y a un autre monde positif avec des dieux qui les accueilleront. Et au contraire, d'autres civilisations où le monde est terrible, avec des démons, des dieux représentés avec des dents qui veulent du sang humain pour survivre. Et cela dès le Paléolithique. Évidemment, la quantité de nourriture aussi influence beaucoup. Lorsqu'il y a beaucoup de nourriture, dans des espaces immenses, il y a peu de chances de se faire la guerre. Lorsqu'il y a peu de nourriture sur un espace restreint, très vite, le manque de nourriture peut amener à des jalousies, des rivalités, voire des guerres. C'est assez évident. Du moins, si on considère que ces hommes-là portent la même nature humaine que nous, et donc il faut bien vivre, donc manger. Ce qui est certain, par contre, c'est que lorsqu'on considère le deuxième âge de l'humanité, qu'on appelle le néolithique, la pierre nouvelle, ça veut dire l'époque où les grands animaux ont disparu parce qu'ils ont été chassés, où le gibier se fait plus rare. Et il faut bien essayer de cultiver la terre, de s'efforcer de récolter des graines nutritives, voire d'attraper des animaux pour les élever, afin de subvenir aux besoins. Ce qui est frappant en paléontologie, lorsqu'on regarde les squelettes de cette époque, c'est que nettement, la guerre, les massacres, mais aussi les sacrifices humains apparaissent. Et ceci n'est pas seulement vrai, par exemple, chez les Incas. Et on sait que le film de Mel Gibson, qui s'appelle Apocalypto, manifeste de manière magistrale comment est-ce que, afin de survivre, puisque les dieux sont hostiles, on sait bien que les dieux Incas ont un visage terrifiant. Et parce que le dieu soleil peut mal se comporter parce qu'on se comporte mal avec lui, et ruiner toute la récolte, si bien que le peuple entier meurt de faim. Pour se faire bien voir de lui, on va donc lui offrir ce qu'il y a de plus précieux pour la tribu. Ça veut dire d'abord son fils aîné, sa fille aînée, et puis à un moment donné, parce qu'on doit les garder, les soldats les plus vigoureux qu'on a pu attraper dans d'autres peuples. On les offre au sommet de pyramides, et leur cœur palpitant doit être sorti vivant, afin que le Dieu soit satisfait. C'est donc à la fois la pression de la survie, et on le comprend. Si jamais la pluie tombe trop ou pas assez, ou que le soleil brûle trop ou pas assez, et qu'une famine extermine la population, on comprend que pour ces dieux dangereux, il vaut mieux offrir ce qu'on a de plus précieux. Mais c'est aussi l'univers mental, l'univers religieux, qui façonne le caractère paisible ou, au contraire, agressif du culte du peuple, et donc toute la civilisation. Je dirais que pratiquement toutes les civilisations du monde, lorsqu'elles ont été confrontées à cet âge, je dirais, dangereux, celui du début de l'agriculture, en sont arrivées à la même conclusion. On passe des anciennes religions qui sont plutôt animistes, donc les âmes retournent dans l'autre monde, à des religions solaires ou alors des religions météorologiques. On adore la pluie, on adore le soleil, parce que c'est eux qui peuvent se montrer hostiles ou bienveillants. Partout dans le monde, les sacrifices humains apparaissent et on devine pourquoi. On est réunis en village, on n'a aucune notion d'hygiène, des épidémies peuvent emporter tout le monde et donc il faut bien offrir ce qu'il y a de plus précieux.
Il y a cependant une civilisation remarquable, et peut-être d'autres, mais une que je connais, qui n'a pas connu cet âge-là, du moins pas longtemps, pas excessivement longtemps. C'est la civilisation d'Égypte. Mais cette civilisation-là, confrontée au même problème, il n'y a pas toujours des récoltes fabuleuses autour du Nil. Quoique, lorsqu'arrive, je dirais, la crue du fleuve qui engraisse la terre, cela se passe relativement bien. Mais globalement, la religion qui préside, c'est une religion où les dieux sont plus paisibles. Ils n'ont pas de dents, ils ne montrent pas des grimaces. Ils sont bienveillants avec les hommes. Évidemment, il y a Seth, le démon, qui risque toujours de dominer le peuple, c'est vrai. Mais le mythe d'Osiris et d'Isis, ces dieux issus du Dieu créateur, qui s'aiment, uniques, et qui donnent, je dirais, toute la prière. C'est en tout cas ce que va faire Isis, la femme, pour ressusciter son mari par sa prière, son mari qui a été tué par le démon Seth. Eh bien, cette façon d'être fera qu'en Égypte, alors que dans d'autres civilisations, la femme est traitée presque au niveau de l'animal, elle est vendue, elle est exploitée, parce qu'elle est moins forte physiquement. En Égypte, au contraire, afin d'avoir la vie éternelle, on essaye d'imiter l'amour d'Osiris pour Isis. Et donc on voit parfois de la monogamie, et de l'amour, et de la fidélité, du moins des tentatives. Parce que les hommes ont la même nature que nous, et évidemment, ils ont les mêmes problèmes de trahison, de divorce, d'adultère, etc. Lorsqu'on fait des fouilles dans les terres, la principale, peut-être moins en Égypte, mais dans les terres de cette époque-là, on constate qu'il y a eu des combats sanglants, souvent qui ont opposé des nomades, donc des hommes du paléolithique, et des sédentaires. Et que quand il y a combat, il y a massacre, villes brûlées, extermination de la population, pillage. On trouve très souvent des cadavres mutilés par des blessures de guerre. Et on remarque aussi que la taille des hommes a diminué, sans doute parce que la nourriture est moins abondante. Donc ça se répercute jusque dans le squelette, qui est moins régulier dans sa croissance. Qu'est-ce que ça prouve? Eh bien, que les conditions de vie influencent énormément, effectivement, le comportement des hommes. La guerre se multiplie parce qu'il y a la famine. Mais que ce n'est pas le seul critère. Il y a aussi la représentation mentale qu'on se fait de ce monde et des dieux qui y président. La paléontologie, l'archéologie montrent qu'il y a eu une troisième phase dans l'humanité. C'est quand l'agriculture s'est stabilisée, qu'elle a produit beaucoup plus. Alors la population a augmenté et sont apparues les villes et les échanges commerciaux et le capitalisme et la monnaie. On constate que globalement, dans cette période, les sacrifices humains ont tendance à diminuer. On préfère offrir les rogations, ça veut dire les prémices de sa récolte, la première gerbe de blé, les premières pommes de son arbre, aux dieux, afin qu'il se fasse conciliant. On n'offre plus son fils, sans doute parce que ça va mieux, la pression est moins forte. Attention, ce que je dis ne se fait pas comme cela, les âges se superposent en fait. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que les rois, les nobles, prennent le pouvoir, et de manière extrêmement forte. Ils lèvent des armées, et parfois ils conquièrent d'autres villes, des empires, comme si l'accumulation des biens était apparue à cette époque-là. Le néolithique, c'est plutôt la survie, dans sa tribu, dans son village. L'âge du fer, qui est ce troisième âge, c'est véritablement parce qu'on a à manger, la conquête de territoire, comme si la convoitise humaine regardait des biens qui ne lui appartiennent pas. Au point de vue religieux, on passe, je dirais, de ces dieux terribles qui sont souvent le soleil, la lune et les sacrifices humains, aux mythes. Ça veut dire que, sans doute parce que les prêtres ont plus de temps pour réfléchir, et bien pour expliquer le monde, ils inventent des histoires, ils les racontent au peuple, et le peuple les multiplie, avec des dieux qui ont des mœurs comme les humains et qui expliquent les phénomènes naturels. Eh bien, si la civilisation est comme l'Égypte, les histoires des dieux seront plutôt paisibles et pacifiants pour le peuple. Si la civilisation est comme celle des Incas, eh bien les mythes seront extrêmement dangereux et féroces. Pareil, par exemple, dans les civilisations nordiques, en Europe,
où les dieux sont des dieux guerriers, et pour obtenir le paradis, on a intérêt à mourir au combat. Pour avoir l'enfer, on a intérêt à être tué en ayant fui un combat. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout cela? Eh bien qu'en fait, il y a eu effectivement des groupes humains au Paléolithique qui ont pu se comporter de manière paisible. Mais c'est assez rare en fait. La nature humaine reste la même et on constate que c'est deux choses qui provoquent le plus le comportement de convoitise et les meurtres. D'une part, la pression pour survivre, à savoir est-ce qu'on trouve de la nourriture facilement? Est-ce que les espaces sont immenses? Là, on peut dire que s'ils sont immenses, que tout appartient à tout le monde, qu'il y a à manger partout, les guerres ne sont pas fréquentes. Au contraire, quand il y a une pression pour survivre, qu'on peut mourir n'importe quand, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de convoitises, beaucoup de massacres. Donc c'est principalement le néolithique. Et puis la suite, mais pour des histoires de conquête, comme si l'accumulation des biens était quelque chose qui tout d'un coup intéressait l'homme. Et c'est vrai que cette accumulation, cette convoitise, conquérir des empires, n'est pas du paléolithique. D'autre part, on constate que l'influence de l'univers mental, principalement religieux, des hommes, est très important. Si l'univers mental est paisible, eh bien les hommes seront plutôt paisibles et ça influence. Mais quelquefois, sous la pression de la famine, des épidémies, l'univers mental des hommes devient négatif. Ils inventent des mythes où les dieux sont méchants. Et plus ces dieux deviendront méchants, avec éventuellement des cultes comme celui de Moloch au Proche-Orient, plus ça aura des conséquences sur les mœurs du peuple, qui seront dures avec les faibles, et en particulier avec les femmes. Donc, la nourriture, c'est vrai, mais aussi la religion, et entre les deux, influencé par ces deux choses, le comportement humain. Dans cette deuxième partie, pour répondre de manière réaliste à la question du bon sauvage, je crois que nous pouvons partir d'un principe de base, à savoir que les hommes que nous avons étudiés au Paléolithique, au Néolithique, à l'âge de fer, ont la même nature humaine que nous. Ce sont des humains au sens propre du terme. Et comme je l'ai dit, pour cela, évidemment, il ne faut pas remonter trop loin dans l'histoire de l'humanité. À un moment donné, lorsque les hommes enterrent leurs morts, on peut dire qu'on est face à l'Homo sapiens. Et donc, finalement, pour savoir s'il est possible que le bon sauvage existe et éventuellement à l'avenir, ce que nous verrons dans la conclusion, eh bien il suffit de regarder les êtres humains actuels dans leur comportement. Je vais donc partir de l'expérience, parce que la philosophie, c'est son fondement. Il pourrait y avoir l'expérience des professeurs confrontés à des collégiens, à des lycéens ou des instituteurs. Mais, pour être original, je voudrais partir simplement de quelque chose qui est nouveau, qui s'appelle les réseaux sociaux, sur Internet. Et je voudrais regarder ce qui se passe sur deux d'entre eux. Le premier s'appelle Facebook. Et en 2015, chacun peut établir son portrait, mettre des photos, mettre des nouvelles de lui, nouvelles bonnes ou mauvaises. Évidemment, il y a certaines règles morales. Il est interdit de mettre de la pornographie, de l'appel à la haine. Il y a un bouton pour signaler d'ailleurs des messages qui seraient abusifs. Seulement, lorsque on est confronté à un message, on ne peut appuyer que sur le bouton « j'aime » pour signifier qu'on approuve. C'est donc un sentiment positif. Il n'y a pas de bouton « je n'aime pas » ou « je déteste ». Actuellement, Facebook étudie la possibilité de mettre d'autres icônes qui viendraient compléter, comme par exemple « je suis enthousiaste » ou « je suis triste ». Parce que, par exemple, quand une nouvelle c'est un décès, dire « j'aime », ça ne correspond pas tout à fait. Sauf si on veut signifier par là qu'on aime la personne qui a subi ce deuil. Toujours est-il que le climat est positif. Les choses sont publiques. On a, je dirais, une page avec son nom propre, ou alors si c'est un faux nom, de toute façon, on peut être repéré par ses amis, accepté ou pas. Résultat, chez les adolescents, lorsqu'on regarde leur page, on s'aperçoit que c'est une page idyllique. Ils sont souriants sur leurs photos, toujours avec des groupes d'amis. C'est positif, et si on jugeait de l'humanité à partir de là, on dirait, alors, la nature humaine est bonne par nature, parce qu'ils sont bons par nature, ces jeunes. Le problème, c'est que
d'autres réseaux sociaux se sont ouverts, dont un certain réseau qui s'appelle Ask. Ask, en anglais, la question. Où on peut être absolument anonyme. Ça veut dire qu'on n'y a pas besoin d'y mettre son nom. Les jeunes s'y inscrivent, et puis là, ils disent « Vous pouvez me poser des questions ou me faire des réflexions ». Et donc, les mêmes jeunes, qui sont par ailleurs sur Facebook, s'inscrivent, et on voit déferler très souvent, sous le couvert de l'anonymat, une autre humanité. Il y a de la méchanceté, du harcèlement, de la haine, des ricanements, du sexe dépravé, qui s'étale, comme si une autre part de cette même humanité qui par ailleurs est souriante sur Facebook se révélait. On pourra dire qu'on n'avait pas besoin des réseaux sociaux pour le savoir, que, ne serait-ce que dans l'enseignement, les professeurs le comprennent, le savent. Par exemple, une classe qui, avec un professeur qui a de la pédagogie, qui est intéressant, qui est avenant, sait s'y prendre. Ce professeur aura l'impression que, face à lui, il a un groupe d'anges, véritablement, toujours positif, toujours souriant. Il vit sa profession comme un paradis. Mais il constatera que tel autre professeur, qui par exemple n'a pas assez d'autorité, qui est trop gentil, ou au contraire, tel autre qui s'y prend mal, qui est exclusivement dans le travail, qui a un visage fermé, etc., vit dans une guerre permanente. Une guerre qui peut aller jusqu'à la dépression pour le professeur trop gentil, ou alors par des agressions pour le professeur trop dur. Qu'est-ce que ça signifie tout cela? Eh bien, que la nature humaine, la même nature humaine, porte en elle des énergies qui sont multiples. Et ces mêmes énergies, comme par exemple l'imagination, la mémoire, les sensations, peuvent tourner à des actes de sympathie, de gentillesse, d'avenance, ou au contraire, à des actes d'antipathie, d'agression, d'hypocrisie, de mensonge. Alors, lorsqu'on considère cela, on pourrait dire, avec Jean-Jacques Rousseau, la nature humaine est bonne à la base, et c'est la société qui la rend mauvaise. Ou alors, avec les communistes originels comme Proudhon, la nature humaine est bonne à l'origine, mais c'est le fait qu'on invente l'argent, et les pressions, et le capitalisme, et les lois du marché qui la rend mauvaise. D'autres feront d'autres analyses en disant la nature humaine est bonne à la base, mais ce sont les religions qui la rendent mauvaise, ou la politique. Bref, chacun analyse selon son critère principal. Or, je pense que chacun trouve une part de vérité. Mais ce qui est commun à tout cela, finalement, dans ceux qui sont les tenants du mythe du bon sauvage, c'est qu'ils partent de l'idée que la nature humaine est bonne. Est-ce qu'elle est vraiment bonne? Ou est-ce qu'elle n'est pas plutôt, à la base, neutre? L'homme, lorsqu'on l'analyse, on constate qu'il a en lui 3 degrés de vie. C'est quelque chose qui est valable dans toutes les civilisations, mais Aristote en particulier en parle. Il y a ce degré de vie végétatif, qui est commun avec, je dirais, les plantes, et qui est orienté fondamentalement par 2 instincts principaux, la survie, et en particulier la nutrition. Il faut manger pour survivre comme individu, mais aussi la reproduction. C'est la survie de l'espèce, avoir des enfants, avoir après soi quelqu'un qui prend la suite. Ces 2 énergies, ces 2 facultés vitales, sont-elles bonnes, sont-elles mauvaises à la base? Je dirais qu'elles sont neutres. Ça veut dire qu'en fait, elles font partie de l'homme. Et s'il y a beaucoup à manger, par exemple, eh bien, l'instinct de survie sera pacifié. La survie individuelle n'est pas en danger. Mais si tout d'un coup, au néolithique, apparaît une pression sur la nourriture, et on peut mourir de faim l'hiver qui va arriver parce que les récoltes ont été mauvaises, alors, de tous les côtés, le stress va arriver. Et ce stress, qui touche un instinct fondamental, va provoquer des effets violents. Donc le pillage, par exemple des nomades qui pillent des sédentaires, ou le pillage entre les sédentaires. Il y a donc la propriété privée, mais aussi le vol. Et donc s'il y a le vol, il y a la punition, donc la peine de mort pour celui qui a volé, etc. Pareil pour l'instinct de reproduction, pour le mariage. Si c'est un petit groupe humain, très familial, que le nombre de femmes est à peu près égal au nombre d'hommes, eh bien des couples se formeront, des enfants viendront, et la nourriture étant abondante, ça se passera bien. Mais si par hasard, un puissant a
des centaines de femmes, et il marque sa puissance par là, comme on le voit par exemple à l'âge de fer, et que certains qui sont pauvres ne peuvent pas se permettre d'avoir une femme, eh bien, on verra apparaître dans l'exercice du mariage quelque chose de négatif par rapport à d'autres choses qui étaient positives avant. Est-ce la société qui rend l'homme méchant, mauvais? Je dirais plutôt qu'il y a des forces neutres qui peuvent s'orienter vers le bien et vers le mal. Pareil pour le deuxième degré de vie, donc la vie sensible qui est commune avec les animaux, le fait de voir, d'entendre, d'éprouver des émotions. Eh bien, cette vie sensible, elle s'épanouit paisiblement lorsque 3 sentiments psychologiques sont là, à savoir la sécurité pour le futur, l'autonomie, une certaine autonomie pour le présent et une certaine valorisation par rapport au passé. On a été suffisamment aimé dans son enfance, mis en avant, donc on se sent valorisé. Quand ces sentiments sont paisiblement exercés, parce que l'éducation correspond à la nature humaine, elle est faite d'amour, mais aussi d'autorité qui structure, eh bien, les choses vont aller bien. Mais si, par hasard, ça s'est mal fait, eh bien, ces forces, ce besoin de s'épanouir dans sa vie sensible, va s'exercer, parfois, de manière violente. Et on le voit aussi dans le monde animal. Des petits singes proches de nous, des chimpanzés, lorsqu'ils sont orphelins, qui n'ont pas reçu la dose d'amour et d'éducation que devaient leur donner leurs groupes familiaux, quelquefois deviennent ingérables. Leur psychologie n'est pas mise en place. Il y a donc une nature humaine qui doit recevoir, comme la nature animale sensible, quelque chose qui lui correspond. Seulement, attention, on aurait tort de s'arrêter là. La nature humaine, elle a un 3e degré de vie qui n'est pas commun avec les animaux, à savoir une vie spirituelle, une intelligence capable de juger ces 2 degrés de vie précédents, de juger aussi du bien et du mal d'une manière morale. Cette vie spirituelle est particulière parce qu'elle n'est pas liée à l'instant présent. Elle sait, par exemple, qu'un jour viendra la mort. Du coup, l'une de ces questions fondamentales, c'est à quoi sert ce monde? Est-ce que tout cela a un sens ultime? Est-ce qu'on se retrouve après la mort? L'homme est par nature un animal religieux parce qu'il se pose par nature ces questions que l'animal ne se pose jamais. Voilà pourquoi les hommes, dès que leur prochain meurt, pour ne pas voir son image se dégrader par la décomposition, ils l'enterrent avec un rituel en espérant sa survie après la mort. Eh bien, je dirais que ces forces-là, d'ordre spirituel, moral, religieuse, mystique parfois, elles deviendront bonnes ou mauvaises en fonction du climat spirituel et moral, donc de la civilisation qui les éduque. Si une civilisation, donc une culture transmise, nous dit que aller tuer son prochain pour offrir son cœur au dieu soleil sera la meilleure solution pour sa survie, et ce sera un acte héroïque, les dieux apprécieront parce qu'on a risqué sa propre vie. Alors, l'homme créera une civilisation de la guerre, des sacrifices humains. Si au contraire, une culture ambiante, une civilisation manifeste que la fidélité à celle qu'on a choisie, à la parole donnée, sera jugée dans l'autre monde en fonction du bien et du mal commis. Des règles simples comme ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas subir, voire aimer son prochain parce qu'on aimerait être aimé de son prochain. Eh bien, ce ne sera pas du tout la même chose. Cette influence-là d'une civilisation, mais aussi d'une religion, qui peut être violente ou au contraire positive, est donc importante. Je n'ai fait que esquisser les choses. Tout ce que je voudrais conclure, c'est que la nature humaine est très complexe. 3 degrés de vie, c'est vrai, et non pas un seul. Et puis, diverses influences culturelles, éducatives, mais aussi l'extérieur, la façon dont il y a de la nourriture en profusion ou au contraire pas de nourriture. Tout cela influence le comportement des sociétés humaines. L'homme ne naît donc pas bon, il naît avec des capacités et tout ce substrat que je viens d'indiquer les orientera vers un comportement paisible, avenant ou inversement violent. De même, l'homme ne naît pas mauvais. Il a en lui des énergies qui, si elles sont mal orientées, peuvent l'amener à devenir mauvais dans son comportement, donc à faire à autrui ou à la nature ce qu'il ne voudrait pas subir lui-même.
Eh bien, à partir de là, je voudrais un petit peu ouvrir le sujet. On sait que, fondé sur ce mythe du bon sauvage, au 19e, au 20e siècle, l'homme a rêvé de créer une société sur Terre qui soit parfaite, un paradis sur Terre. L'un des rêves les plus célèbres, c'est le rêve communiste. Ce fut véritablement un messianisme temporel, ça veut dire l'idée qu'on créerait scientifiquement, à partir de quelques règles simples, une vie idéale. Et ces règles simples consistaient à dire l'homme n'est bon, le capitalisme le pervertit, donc la loi de la convoitise, l'argent qui peut grandir, grandir, grandir. La loi qui fait que ce qui est rare est cher et que l'ouvrier lui-même est obligé de vendre son travail, ce travail étant fréquent, il y a beaucoup d'ouvriers, pour très peu, ce qui le conduit à la misère. Donc l'idée du paradis communiste considère que la nature humaine se réduit à là et donc qu'il suffit de prendre quelques remèdes, comme par exemple la communauté totale des biens de production. Et, en conséquence, la redistribution à égalité, sans qu'il y ait de convoitise. Mais celui qui est malade reçoit pareil que celui qui est en bonne santé, celui qui est médecin reçoit pareil que celui qui est ouvrier, parce que chacun participe au bien commun de la société communiste. Pourquoi cet idéal, pourtant positif sur le papier, a-t-il conduit à la catastrophe? Eh bien parce que la nature humaine a été mal analysée au point de départ. À savoir que ces quelques règles simples ne peuvent pas réduire l'être humain, qu'il y a des choses plus fondamentales encore que cela. Certes, l'homme ne supporte pas les injustices criantes, comme par exemple des riches possédant l'argent qui s'enrichissent extrêmement au point de rendre les autres dans la misère. Mais il ne supporte pas non plus l'injustice qui consiste à dire que quelqu'un qui travaillerait, se dévouerait, gagnerait autant que quelqu'un qui se la coule douce. Et d'autre part, une vision sur la nature humaine qui montre que si le salaire tombe, quoi qu'il arrive, il y a une propension à la paresse. Donc il n'y a pas que le sentiment de l'injustice qui gère un homme, il y a bien plus de choses que cela. Il y a d'autre part ce zèle que l'homme a lorsqu'il travaille pour sa famille, plus que pour la société en général. Ce n'est pas quelque chose de passionnant pour un homme que de se dévouer pour la communauté et des gens qu'il ne connaît pas. Par contre, s'il gagne davantage et que ça lui permet de montrer à sa femme qu'il l'aime, qu'il la sécurise et à ses enfants, là, quelque chose est touché dans son instinct de reproduction lui-même et dans sa vie morale profonde qui l'équilibre au point de vue psychologique. Je décris des choses, mais à ce moment-là, on pourrait dire que si on sort de l'erreur marxiste, erreur d'analyse sur la nature humaine, et qu'on fait une analyse réaliste de la nature humaine, alors on pourra créer le meilleur monde possible. La réponse est qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Certes, une meilleure analyse aboutit à une société meilleure, c'est vrai. Par exemple, le fait de fonder les choses sur la famille, puisque c'est une racine naturelle de la société, c'est sans doute meilleur que de le fonder sur un individu qui travaille pour le groupe tout entier. Seulement, il ne faut pas se faire d'illusions. Si on le fait un jour, on obtiendra quelque chose de paisible, mais quelque chose aussi de très angoissé. Parce qu'il y a des dimensions supérieures, complexes dans l'homme, dont une que développait Carl Gustav Jung, un psychologue allemand, disciple de Freud au point de départ, et qui disait « L'homme a besoin de plus que sa famille. Il a besoin de savoir ce qu'il fait sur Terre. Il y a en lui un inconscient qui a besoin de savoir si cette vie a un sens et s'il retrouvera les siens de l'autre côté. » Et le problème par rapport à cet inconscient spirituel, c'est que les réponses, eh bien, elles sont données par des religions révélées en particulier, dont on ne peut pas prouver la vérité. Donc, l'homme sur Terre sera toujours à la recherche d'autre chose, un amour qui ne s'use pas, un amour durable qui dure éternellement. Résultat, puisque la nature humaine est à la fois merveilleusement structurée et fragile, pour être heureux, peut-être faut-il se contenter du bonheur, donc quelque chose de moyen, et non pas de la béatitude, quelque chose que les religions promettent avec raison, mais pour l'autre monde. Sur Terre,
la béatitude, c'est-à-dire l'absence même de désir, parce que tout serait perpétuellement comblé, c'est une illusion. C'est une illusion que beaucoup expérimentent au début de leur amour, parce qu'ils ont des moments de béatitude lorsqu'ils tombent amoureux. Et malheureusement, parce qu'ils ont espéré que ça durerait toujours, dans la vie commune, c'est souvent une déconvenue profonde qui provoque beaucoup de séparation. Se contenter dès le départ du bonheur, en sachant que la nature humaine, elle est complexe, c'est peut-être la meilleure solution.